Dans cette deuxième vidéo du cours M7, je vais vous présenter quelques conséquences de mouvements gravitationnels et quelques mouvements gravitationnels à bien maîtriser, en particulier le mouvement circulaire. Pour débuter ce chapitre, il faut bien comprendre les différents référentiels qui peuvent intervenir lorsqu'on fait de la mécanique céleste, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire de la mécanique des corps célestes, donc des planètes, des étoiles ou des satellites. En général, il y a trois grands référentiels qui servent en physique. En réalité, il y en a plus, comme je vous le dirai à la fin, mais il y en a trois à maîtriser parfaitement parce qu'ils servent à définir les autres. On va commencer par le premier référentiel, c'est le référentiel de Copernic ou référentiel héliocentrique. C'est défini, ce référentiel de Copernic, comme le référentiel qui a pour point de référence le centre d'inertie du système solaire et dont les axes pointent vers trois étoiles suffisamment lointaines pour être considérées comme fixes. On peut se demander quelle est l'origine de cette définition. Pour définir un référentiel, il faut un point de référence, un point qui est considéré comme fixe, et trois axes non coplanaires qui vont être également considérés comme fixes. D'où les trois étoiles suffisamment lointaines. Parce que si elles sont suffisamment lointaines, alors, quel que soit leur mouvement, à supposer qu'elles bougent, on pourra, nous, à notre échelle, les considérer comme fixes. Et ça donnera bien trois directions qu'on pourra définir comme fixes. Donc voilà le référentiel de Copernic. Et l'origine de cette fameuse définition en trois étoiles suffisamment lointaines. C'est pour définir trois axes non coplanaires qui pourront être considérés comme fixes dans le référentiel de Copernic. Parfois, on parle de référentiel héliocentrique. Alors, si on veut être parfaitement rigoureux, il y a une petite différence. Le référentiel de Copernic prenant son point au centre d'inertie du système solaire, c'est-à-dire on considère le système solaire comme un système isolé, et le référentiel héliocentrique, c'est le centre d'inertie du Soleil. La différence pour nous est totalement anecdotique, puisque il y a en fait une très grande proportion de la masse du système solaire est dans le Soleil. Donc le centre d'inertie du système solaire est extrêmement proche du centre d'inertie du Soleil. Donc dans la suite, je vais allègrement confondre les deux, même s'il y a une petite différence de définition. Pour nous, on ne verra pas la différence. Donc quand je parlerai du référentiel héliocentrique et du référentiel de Copernic, il faut toujours penser le référentiel qui est au centre du Soleil ou du système solaire, peu importe. Ce référentiel-là, il est toujours considéré comme galiléen pour les expériences de physique classique, parce que le système solaire peut être considéré comme un système isolé. Il est soumis à aucune force notable qui s'exercerait sur le système solaire. Donc on va admettre que ce référentiel-là est galiléen. Ensuite, on a un autre référentiel qui est le référentiel géocentrique. Géo, ça vient du grec géos, pour la Terre. C'est défini de la façon suivante. C'est le référentiel qui a pour point de référence le centre d'inertie de la Terre et dont les trois axes pointent vers trois étoiles suffisamment lointaines pour être considérées comme fixes. Encore la notion de trois étoiles qui vont nous servir à définir nos trois axes. Et ce référentiel-là, il est considéré comme galiléen, sauf des situations très très peu nombreuses, la plus célèbre étant le phénomène de marée océanique, qui, on ne le sait peut-être pas souvent, mais est lié au caractère non galiléen du référentiel géocentrique. Bon, en tout cas, comme on ne s'intéresse pas à ce genre de phénomène de très grande échelle et relativement complexe à décrire, on va admettre que pour des expériences de mécanique autour de la Terre, eh bien, le référentiel géocentrique sera le référentiel adapté et qui pourra être considéré comme galiléen. Voilà. Alors, le petit schéma après sert à décrire le mouvement du référentiel géocentrique par rapport à celui de Copernic. Voilà, si vous prenez le référentiel de Copernic au centre du Soleil, eh bien, la Terre, vous savez qu'elle décrit une trajectoire qui est circulaire, quasi circulaire pour être exact. En fait, c'est une ellipse avec excentricité faible, mais une ellipse quand même. Nous, on va admettre que c'est une trajectoire quasi circulaire. Et donc, le mouvement du référentiel géocentrique dans le référentiel de Copernic est une translation. Attention, c'est un gros piège, mais vu la définition, les trois axes ici restent fixes en rotation par rapport aux trois axes du référentiel de Copernic.
Donc ce qui se passe, c'est uniquement une translation de ce solide de référence-là dans le référentiel de Copernic. Il n'y a aucun effet de rotation. On sait bien que la Terre tourne, par contre les référentiels sont juste en translation l'un par rapport à l'autre. Translation circulaire certes, mais translation quand même. Voilà, donc c'est important pour le mouvement, c'est bien un mouvement de translation d'un référentiel par rapport à l'autre. C'est ce que je mets juste après. Le référentiel géocentrique possède un mouvement de translation circulaire par rapport au référentiel de Copernic. Alors les deux choses à connaître évidemment sur le mouvement de ces référentiels-là, c'est deux données fondamentales. D'abord la distance Terre-Soleil, qui est définie comme l'unité astronomique. Bon, en réalité, la définition est plus précise parce que je vous ai dit que c'était pas rigoureusement un cercle, mais en première approximation, c'est le rayon de la trajectoire. Ça fait 150 millions de kilomètres, une unité astronomique par définition. Et la période de révolution de la Terre, dans le référentiel de Copernic, autrement dit le temps qu'elle met à faire un tour complet, c'est la période de révolution et elle vaut 365,25 jours. On appelle ça l'année sidérale. Alors pourquoi année sidérale? Parce que, vu d'une étoile très lointaine, c'est le temps mis par la Terre pour faire une orbite. Alors, j'espère que vous savez tous que c'est 0,25 jours, et encore c'est une approximation, c'est pas exactement 0,25, mais ces 0,25 jours justifient l'ajout d'un jour au calendrier habituel, au calendrier julien, pour en fait utiliser les années bissextiles. Le fait que ce soit pas 0,25 jours font que certaines années, en fait, on devrait rajouter un jour et on n'en rajoute pas. Et c'est ce que je mets en remarque, quelquefois on rajoute quelques petites secondes pour vraiment rester synchronisé avec le mouvement de la Terre. Si on le faisait pas, ces corrections-là, eh bien on finirait par avoir le 1er juillet, alors qu'il fait super froid parce qu'on est en hiver, quoi. Donc, ça se décalerait. Voilà. Ça, c'est l'essentiel. Le référentiel terrestre, maintenant, ce qui est le troisième référentiel à bien connaître, alors lui, c'est le référentiel lié à la Terre, c'est-à-dire le référentiel pour lequel le solide, Terre, la planète, est considéré comme une sphère immobile. D'accord? Voilà, donc c'est le référentiel dans lequel le solide, Terre, la planète, ne bouge pas. En particulier, la surface de la Terre est fixe. Tout point fixe par rapport à la surface de la Terre est fixe dans ce référentiel-là. Et en fait, c'est le référentiel qu'on choisit toujours en mécanique dès qu'on fait un exemple de mouvement par rapport à la surface terrestre. Voilà, dès qu'on voit une voiture qui se déplace par rapport à la route, par exemple, c'est le référentiel habituel. C'est pour ça que dans 95% des exercices qu'on a fait jusque-là, on a dit référentiel de point terrestre galiléen. C'est simplement parce que c'est ce référentiel-là qu'on utilise. Il y a quelques expériences qui permettent de montrer que le référentiel n'est pas tout à fait galiléen, puisqu'on va voir son mouvement, c'est un mouvement de rotation, puisque la Terre tourne sur elle-même. Les quelques expériences qui permettent de le montrer, alors il y a le pendule de Foucault, ou bien quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, c'est le mouvement des masses d'air, donc ce qui justifie les schémas d'enroulement des masses d'air autour de la dépression ou d'un anticyclone, le fait que ça tourne dans un sens ou dans l'autre, et que c'est pas le même dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, eh bien c'est une conséquence directe du caractère non galiléen du référentiel terrestre. Voilà. Alors, j'ai représenté sur ce schéma-là les quelques petites choses à savoir sur le mouvement de la Terre. C'est un schéma que j'ai repris. L'axe de rotation, qui est incliné par rapport au plan de l'écliptique. Le plan de l'écliptique, c'est le plan du mouvement de la Terre, en fait. Le fameux plan dont on a parlé dans le paragraphe précédent, lorsqu'on disait que le mouvement était forcément plan. Eh bien, le centre de la Terre reste dans un plan, l'orbite est contenue entièrement dans un plan, c'est ce qu'on appelle le plan de l'écliptique. Il est intéressant ce plan-là, puisque pratiquement toutes les planètes du système solaire ont un mouvement dans ce plan-là. Alors, c'est un peu une surprise, a priori, c'est pas très facile à montrer que tout le monde arrive finalement dans le même plan. Parce que a priori, même si on a un mouvement plan, il n'est pas du tout garanti que deux objets différents aient le même plan du mouvement. Finalement, pratiquement tous les objets du système solaire ont un mouvement dans ce plan-là, au moins toutes les planètes. Voilà. L'axe des pôles ou l'axe de rotation, pôle nord géographique, pôle sud géographique, donc la Terre a un mouvement de rotation autour de cet axe qui est incliné de 23 degrés par rapport à la normale au plan de l'écliptique.
Voilà, j'espère que tout le monde sait que si le Soleil est par ici, une inclinaison comme ça justifie que le flux solaire reçu par l'hémisphère sud n'est pas le même que par l'hémisphère nord. Par exemple, si le Soleil est ici actuellement, eh bien c'est l'hémisphère sud qui reçoit un flux solaire plus important, ce qui justifie la saison, hein, été ici, hiver là, et puis lorsqu'on est rendu de l'autre côté du Soleil, c'est-à-dire une demi-période de révolution plus loin, une demi-année plus loin en fait, eh bien c'est l'inverse, c'est l'hémisphère nord qui va recevoir, en provenance du Soleil ici, un flux plus important. Donc été, hiver, saison, équinoxe, tout ça, c'est bien justifié par l'inclinaison de 23 degrés de la Terre. Alors, quel mouvement a la Terre dans le référentiel géocentrique? Si on fait abstraction du mouvement de la Terre sur son orbite, autour du Soleil, eh bien la Terre tourne sur elle-même. Et elle possède un mouvement de rotation par rapport au référentiel géocentrique. La période de rotation de la Terre sur elle-même, c'est ce qu'on appelle un jour sidéral, et ça vaut 23h56. Voilà. Alors pourquoi c'est pas 24 heures comme on l'a appris depuis qu'on est tout petit? Tout simplement parce que 24 heures c'est un jour terrestre, c'est pas un jour sidéral. Ce qu'on peut comprendre très facilement avec le schéma suivant. Si la Terre est rendue là, donc ceux qui sont ici en face du Soleil, il est midi pour eux, le Soleil est au zénith. Un jour après, la Terre a avancé un petit peu sur son orbite, et pour que le Soleil se retrouve au zénith, eh bien, il faut attendre un peu plus qu'un jour sidéral. Un jour sidéral, c'est l'intervalle de temps entre 1 et 2. Donc là, les gens regardent par là, mais le Soleil est au zénith un peu plus tard. Donc entre 1 et 3, c'est 24 heures par définition, et entre 1 et 2, c'est 23h56. C'est le temps mis pour la Terre pour faire 2 pieds dans le référentiel géocentrique. Voilà. Dans le paragraphe 2, je définis quelques données à connaître. Alors, je vous précise qu'il y a quelques valeurs à connaître par cœur. C'est pas souvent que je vous demande ça pour des valeurs numériques, mais ici, je pense que c'est important de connaître un minimum les dimensions du système solaire et aussi de la planète sur laquelle on habite. Et donc, je vous dis qu'il y a quelques valeurs à connaître par cœur, à retenir. Pas toutes, c'est celles que je vous présente, uniquement celles en gras. Alors, je vous propose de regarder une petite vidéo, pas tout de suite, bien entendu, vous pourrez le faire chez vous, hein, mais qui récapitule quelques données sur le système solaire. Vous pouvez le faire tout de suite si vous le souhaitez. Et je vais passer tout de suite à quelques données numériques. Donc la masse du Soleil, 2 puissance 30 kg, c'est à peu près la masse du système solaire, puisque la masse des planètes composant le système solaire, c'est marqué en dessous, eh bien c'est, vous voyez, à peine 0,1%, à peine plus de 0,1% de la masse du Soleil. Ça veut dire que c'est vraiment extrêmement faible. Tout ce qui compose le système solaire est constitué à 99,9% de la matière constituée dans le Soleil, la masse du Soleil. La distance Terre-Soleil, je vous ai dit, 1,5 10 puissance 11 mètres, fait en fait 150 millions de kilomètres, comme je vous l'ai dit au-dessus. Et après, bon, c'est anecdotique, hein, le rayon du Soleil, si vous voulez comparer au rayon terrestre, et le nombre de planètes principales du système solaire, qui est 8. Pour la planète Terre, il y a quelques valeurs aussi à bien connaître, un peu plus. Le rayon de la Terre, parce que ça va nous servir très souvent. Le rayon de la Terre à l'équateur vaut environ 6400 km. Voilà, c'est un rayon moyen parce qu'il y a un peu de relief, hein, mais en tout cas, l'ordre de grandeur est celui-là, avec 2 chiffres significatifs. La masse de la Terre, qui vaut 6 10 puissance 24 kg. Voilà, vous avez vu ce que ça fait en proportion de la masse du Soleil. Donc vous voyez ce que la Terre pèse par rapport au Soleil. L'âge de la Terre, 4,5 milliards d'années. Ça, c'est quelque chose que n'importe qui devrait connaître. Voilà, on connaît très bien l'âge de formation de la Terre par des mesures isotopiques en particulier. La période de révolution autour du Soleil, 365,25 jours. La période de rotation sidérale, 23h56. Alors voilà, ça me paraît important de retenir ces deux choses-là. D'abord parce que c'est important de voir la différence avec ce qu'on connaît habituellement sur les 365 jours, qui n'en sont pas en fait 365, et les 24 heures qui n'en sont pas 24, étant donné que ces valeurs-là servent assez souvent. Bon, de temps en temps, évidemment, pour juste des ordres de grandeur, on pourra dire 24 heures, hein, c'est pas grave si c'est juste un ordre de grandeur. La vitesse angulaire de rotation propre, on l'obtient à partir de la période sidérale, c'est juste 2π sur la période sidérale, ça donne la vitesse angulaire de la Terre
autour de son axe de rotation. Et puis l'accélération moyenne de la pesanteur, ça tout le monde la connaît, mais bon, c'est à connaître. Et il y a une donnée que ça me paraît important de retenir, c'est la proportion de la surface terrestre recouverte par de l'eau liquide. Voilà, si vous mesurez la proportion des océans et des surfaces d'eau, ça fait 71%. Autrement dit, il n'y a plus que 30% qui est de la terre ferme. Une petite curiosité, qui n'est pas à retenir du tout, mais que je vous dis quand même, en fait, la Terre fait en fait une ellipse, l'excentricité est assez faible. Par contre, elle est à son périhélie, c'est-à-dire le point le plus proche du Soleil le 2 janvier, et elle est le plus loin du Soleil le 4 juillet. Voilà. Et alors on peut dire c'est contre-intuitif, parce que quand elle est proche du Soleil, il devrait faire plus chaud. Bon, en réalité, l'effet est tellement faible que ça justifie pas beaucoup des variations de flux. Hein. Ce qui va expliquer beaucoup plus de choses, c'est l'inclinaison de la Terre. Et puis en plus, c'est contre-intuitif qu'aux gens qui habitent dans l'hémisphère nord, parce que dans l'hémisphère sud, le 2 janvier, c'est en plein été. Voilà. Alors, pour la suite, je vais décrire les mouvements circulaires et elliptiques, mais je vais m'intéresser d'abord aux mouvements circulaires. L'esprit du programme, c'est de connaître parfaitement, de vous demander de connaître parfaitement le mouvement circulaire, et les généralisations au mouvement elliptique, on va les admettre. D'abord, pour le mouvement circulaire, il y a quelque chose d'important, hein, c'est lorsque vous avez un objet en orbite circulaire autour d'un astre attracteur, on va essayer de savoir quelle vitesse il a en fonction du rayon de la trajectoire. C'est une démonstration qui paraît simple, elle est vraiment très importante parce que c'est souvent le tout début d'un problème sur la gravitation, on vous demande de retrouver ça. Donc pour calculer la vitesse qu'aura le point autour de O lorsqu'il a un mouvement circulaire, on va écrire la loi de la quantité de mouvement dans le référentiel voilà, astrocentrique. Je précise pas le référentiel parce que bien entendu, si c'est la Terre ici et que c'est un satellite qui se balade autour de la Terre, ben on prendra le référentiel géocentrique. Si ici c'est le Soleil et que là c'est l'une des planètes, ben on prendra le référentiel de Copernic. D'accord ? C'est pour ça que je préciserai pas toujours le référentiel, mais vous, quand vous vous intéressez à un problème concret, vous devez le préciser absolument. Donc la loi de la quantité de mouvement, c'est m fois l'accélération égale la force centrale, si elle est ici, il y a que celle-là. La force de gravitation, on l'exprime ici. Alors la masse de l'astre, je vais toujours la mettre comme ça. Alors évidemment, si encore une fois, si c'est la Terre, c'est mt, si c'est le Soleil, c'est la masse du Soleil, ms. Mais là, je dis que c'est la masse de l'astre attracteur, si je ne sais pas encore ce que c'est. Donc voilà la force, ER. Comme le mouvement est circulaire et qu'on sait qu'il est plan, de toute façon, un cercle est forcément plan, hein, mais voilà, on va utiliser les coordonnées polaires. Donc V, c'est r point e θ, et l'accélération lors d'un mouvement circulaire, c'est ceci. C'est pas forcément obligatoire, mais c'est quand même bien de le remontrer. On va projeter d'abord sur Eθ, cette équation-là. Et ça fait Rθ point point égale à 0, parce qu'il n'y a pas de composante de la force sur Eθ. Ça fait donc Rθ point égale constante par une simple intégration. Rθ point, c'est la norme de la vitesse. Et donc, ça prouve tout simplement que le mouvement est uniforme. Donc en gravitation, hein, si une trajectoire est circulaire, alors elle est forcément uniforme. Voilà. Si vous voulez vous entraîner, je vous propose une autre démonstration. C'est en utilisant le caractère constant du moment cinétique, ou la constante des airs, ce qui revient au même. Vous pouvez montrer, sans projeter ça, hein, que le mouvement est uniforme. C'est une autre démonstration possible, ça revient au même en fait. Pour avoir la vitesse, on va maintenant projeter sur ER. Et comme Rθ point carré, c'est aussi V carré sur R, parce que Rθ point c'est V, hein, donc voilà, on peut transformer ça comme ça. On obtient mv carré sur R égale moins la composante de la force. Et donc ça fait V carré égale Gm astre sur R, d'où on a en dessous, hop, la vitesse du point sur l'orbite circulaire de rayon R. Donc on va retenir le résultat suivant. Je pense que c'est bien, quand vous apprenez ce chapitre, d'apprendre ce résultat par cœur, mais avec les hypothèses. En tout cas, il faut impérativement savoir le montrer, parce que c'est souvent demandé. Vous avez vu que c'est pas dur, c'est juste une loi de la quantité de mouvement à appliquer. Mais il faut savoir le montrer quand même.
Donc tout point en mouvement gravitationnel circulaire de rayon R autour d'un centre de force, de masse m astre, possède une vitesse uniforme dont l'expression est donnée par ceci, V égale racine de G m astre sur R. On constate une chose importante, c'est totalement indépendant de la masse du point. Autrement dit, tous les objets qui possèdent un mouvement circulaire de rayon R, quelle que soit leur masse, possèdent tous la même vitesse. C'est important ça. On peut maintenant décrire les énergies dans le cas du mouvement circulaire. L'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv carré. V, on vient de le calculer, donc V carré, je remplace par ce que je viens de trouver ici, et j'obtiens une énergie cinétique qui s'écrit comme ça, Gm m astre sur 2R. L'énergie potentielle, c'est immédiat, il suffit de prendre l'énergie potentielle gravitationnelle et de dire que la distance au centre de force est constante et vaut grand R. On remarque au passage que EP égale moins 2 EC, donc il y a un lien entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique dans ce mouvement gravitationnel-là. Et pour l'énergie mécanique, on fait la somme des deux, donc ça donne ceci moins l'énergie potentielle, et ça se simplifie puisque vous avez le terme sur 2 moins le terme, ce qui fait moins le terme sur 2. Donc l'énergie mécanique du point lors d'une trajectoire circulaire, c'est cette formule-là. Donc il faut savoir redémontrer ça si c'est demandé. Quelque chose d'important, c'est la généralisation au mouvement elliptique. On va admettre que tout point de masse m en mouvement elliptique gravitationnel, donc voilà, trajectoire liée autour d'un astre attracteur, possède forcément une énergie mécanique donnée par EM égale la constante Gm m astre sur 2A, où A est les demi-grands axes de l'ellipse. Alors si c'est un cercle, A vaut R, le demi-grand axe c'est le rayon dans le cas d'un cercle, mais si c'est pas un cercle, eh bien il suffit de remplacer R par le demi-grand axe de l'ellipse, et on a le bon résultat. Alors la démonstration est plus technique, elle se fait bien, il y a un exercice dans lequel je vous demande de le faire, mais elle n'est pas à savoir par cœur. Voilà. Au passage, EM est bien négatif ici, et si vous vous souvenez bien du cours précédent, eh bien une énergie mécanique négative, ça correspondait à une trajectoire elliptique. Donc forcément l'énergie mécanique doit être négative. On va revenir au mouvement circulaire pour calculer un petit peu la période de révolution autour de M. Et ça, on a tous les outils, puisque si on a le rayon, le périmètre de la trajectoire, c'est 2πr, et si on sait en plus qu'il est parcouru à la vitesse v, 2πr sur v, par définition, c'est la période de révolution. V, on le remplace, parce que ça vaut, ça valait, donc, 1 sur v, ça valait ça. On reporte, là il y a 2 fois la même chose, excusez-moi, mais si maintenant je fais passer le R dans la racine, en mettant R carré, je le mets dans la racine, j'obtiens un R cube. Et donc voilà la période de révolution. Je peux l'écrire autrement, puisque je peux mettre tout ça au carré, T rêve au carré, et diviser par R cube. J'obtiens T rêve carré, il manque un carré ici, sur R cube, égale 4pi carré sur Gm astre. Cette valeur ne dépend que de M astre, et pas des propriétés du point M. Pour une trajectoire circulaire, on va admettre la généralisation au mouvement elliptique en énonçant la troisième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler, elle dit que tous les corps en révolution autour d'un astre attracteur, de masse fixée M astre, pour tous ces astres-là, le rapport T carré sur A au cube, où T est la période de révolution et A le demi-grand axe de la trajectoire elliptique, possède une valeur identique pour tous les corps. Et cette valeur, elle est donnée par T carré sur A au cube égale 4pi carré sur G fois M astre. Donc on voit que G étant une constante, ça dépend que de la masse de l'astre attracteur. Donc si vous considérez un astre attracteur donné, tous les corps possèdent le même rapport T carré sur A au cube, où A est le demi-grand axe de l'ellipse. On l'a montré pour un cercle, pas pour une ellipse, mais pour une ellipse, ça se fait aussi, même si la démonstration est plus technique, et donc hors programme. Alors, le problème, c'est que, je tiens à souligner ça en rouge, quand on vous dit énoncer la troisième loi de Kepler, il y en a qui restent avec des expressions inexactes, et il faut être vraiment rigoureux. C'est une erreur classique de manquer de rigueur sur l'énoncé de la troisième loi de Kepler. Et on voit souvent, même dans certains bouquins, la troisième loi de Kepler dit que T carré sur A au cube égale constante. Et en fait, c'est pas vrai de dire ça.
Ce que vous dites quand vous dites ça, c'est vrai, mais vous dites que ça dépend pas du temps. Alors c'est tout à fait vrai, hein, ça dépend pas du temps, mais c'est pas du tout ce que dit la troisième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler, elle dit seulement que t carré sur a au cube, c'est le même pour tous les corps en révolution autour d'un astre attracteur, ce qui n'est pas du tout la même chose de dire que c'est constant. On dit juste que c'est le même pour tous les... Par exemple, la troisième loi de Kepler dit que le rapport t carré sur a au cube, c'est le même pour tous les astres en révolution autour du Soleil. Hein, c'est ça ce que ça dit. Ça dit pas que c'est constant, même si c'est pas faux non plus. Dans la suite, ça nous permet de dénoncer les lois de Kepler. En réalité, il n'y a rien de nouveau, puisque les lois de Kepler, on les a déjà vues au-dessus, hein, les trois. Mais j'ai pas dit que ça s'appelait les lois de Kepler. Alors c'est juste une raison historique, hein, puisque Kepler, c'est un astronome qui, un petit peu après 1600, à partir de relevés astronomiques d'autres astronomes, il a trouvé des lois de régularité dans les observations astronomiques et il a commencé à énoncer ces lois, alors pas sous cette forme directement, hein, mais au moins il a eu l'intuition de lois de régularité dans le mouvement des corps. C'est l'un des premiers astronomes qui a vraiment fait de la physique. Alors, les trois lois de Kepler, elles vont dire les choses suivantes. La première qui dit les corps en révolution autour d'un astre attracteur décrivent des trajectoires elliptiques dont l'astre attracteur occupe loin des foyers, l'un des foyers. La deuxième loi de Kepler va nous dire que le rayon vecteur d'un corps en révolution balaye des aires égales pendant des durées égales. C'est la loi des aires en fait. Et la troisième loi de Kepler, pour tous les corps en révolution autour d'un astre attracteur, le rapport t carré sur a au cube, où t rêve est la période de révolution, possède une valeur identique. Voilà, donc c'est quand même important à savoir, énoncer les lois de Kepler dans le bon ordre, mais il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on a déjà vu. Alors pour terminer, je vous propose deux petits exercices qui sont en fait des exercices de cours, hein, des exercices très classiques, et il y aura d'autres exercices dans la feuille de TD, mais ces deux exemples-là sont tellement importants que le programme demande de les traiter pratiquement comme application de cours. La première, c'est le satellite géostationnaire. Par définition, un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui reste toujours autour du même point de la surface terrestre. Je ne l'ai pas dit, mais ça implique qu'il est fixe dans le référentiel terrestre, hein, puisqu'il est toujours au-dessus du même point de la surface. Par contre, il n'est pas fixe dans le référentiel géocentrique, puisqu'il est en train de tourner autour du centre, hein, de la Terre, et donc il a une trajectoire qui est circulaire. Alors c'est important de savoir retrouver rapidement l'altitude d'un satellite géostationnaire, parce que l'altitude d'un satellite géostationnaire, de par les contraintes qu'on impose au satellite, elle est fixée. Donc on va le retrouver. On va d'abord remarquer quelque chose que j'ai mis ici, c'est que forcément un satellite géostationnaire a son orbite entièrement contenue dans le plan équatorial, le plan de l'équateur. Ça c'est obligatoire, parce que s'il n'était pas dans le plan équatorial, forcément le centre de force, le centre de la Terre donc, appartient au plan du mouvement du satellite. Donc soit il est dans le plan équatorial et donc il est toujours au-dessus du même point de l'équateur, soit il n'est pas dans le plan équatorial, et dans ces cas-là, eh bien, vu que T est dans le plan du mouvement, il passerait la moitié de sa vie au-dessus de l'hémisphère nord et l'autre moitié au-dessus de l'hémisphère sud, ce qui n'est pas compatible avec l'hypothèse qui reste toujours au-dessus du même point de la surface terrestre. Voilà. Donc la seule possibilité, c'est qu'il soit toujours au-dessus du même point de l'équateur. Il est dans le plan équatorial. Pour trouver l'altitude de ce satellite, on peut bien sûr revenir à la LQM, appliquer la loi de la quantité de mouvement, trouver la vitesse du satellite et en déduire son altitude, ça marche très très bien. Moi je vous propose le raisonnement en passant par la troisième loi de Kepler, qui est une autre méthode, mais ça marche aussi, puisque la troisième loi de Kepler va s'écrire dans ce cas-là, pour tout satellite terrestre, tout objet en révolution autour de la Terre, on aura la période de révolution sur r au cube où r est le rayon de la trajectoire, égale 4 pi carré sur gmt, puisque l'astre attracteur est la Terre ici. Et enfin, pour un satellite géostationnaire, la période de révolution, c'est la période de rotation sidérale. Il faut que le satellite et la Terre aient la même période de rotation. Donc, on isole R. R, c'est ça, racine cubique, donc puissance 1 tiers.
L'application numérique n'est pas très facile à faire, hein, puisqu'il faut convertir la période sidérale en secondes pour avoir une valeur en mètres, avec G et puis MT à bien utiliser. Et quand on fait l'application numérique, on trouve 42,2 10 puissance 3 km, donc 42 000 km. Voilà. Il faut juste faire attention à ne pas aller trop vite, parce que quelquefois, ce qu'on demande, ce n'est pas la distance au centre de la Terre, puisque ce R là, c'est la distance entre le satellite et T, hein, le centre de la Terre. Parfois, ce qu'on veut, c'est juste l'altitude du satellite par rapport à la surface terrestre. Donc là, il faut simplement retrancher le rayon terrestre à ce résultat pour avoir l'altitude par rapport à la surface terrestre. Et on trouve 36 000 km à peu près. Donc ça, c'est classique. C'est l'altitude d'un satellite. Je vous propose un petit exercice que je n'ai pas mis là, mais c'est vraiment de retrouver ce résultat en passant par la loi de la quantité de mouvement. Voilà, de modéliser le mouvement du satellite, d'appliquer la loi de la quantité de mouvement et de retrouver ça sans passer par la troisième loi de Kepler. Mais il faut savoir faire les deux, hein, puisque les deux peuvent servir. Et enfin, la dernière application, c'est ce qu'on appelle les vitesses cosmiques. Alors les vitesses cosmiques, ce n'est pas des vitesses qui ont une grande signification physique en elles-mêmes, mais c'est des vitesses qui servent à définir d'autres vitesses en mécanique céleste. C'est un peu des références de vitesse. Donc il est important de savoir les définir. En tout cas, le programme le demande. Pour ça, on va considérer un astre attracteur de centre O, de masse M astre et puis de rayon R astre. On va se servir de rayon. La première vitesse cosmique, on l'appelle aussi la vitesse en orbite basse, c'est la vitesse qu'aurait un satellite fictif en mouvement circulaire de rayon qui est exactement le rayon de l'astre attracteur dans le référentiel astrocentrique, donc géocentrique ou héliocentrique pour le Soleil. Voilà, donc imaginez un satellite qui serait en rotation autour de la Terre et qui aurait une orbite de rayon exactement le rayon terrestre. Voilà, ça c'est ce qu'on appellerait la première vitesse cosmique, vitesse en orbite basse, parce que tout simplement, c'est au moins qualitativement, c'est l'orbite de rayon le plus faible qu'on peut concevoir, parce qu'en dessous il y a la planète, donc voilà, on ne peut pas faire de mouvement. Évidemment, ça n'a pas trop de signification sur la Terre, parce qu'il y a une atmosphère, mais vous imaginez sur la Lune où il y a très peu d'atmosphère, eh bien si vous arrivez à lancer un objet à cette vitesse-là, et de manière tangente au sol, eh bien, il va en fait rentrer en orbite. Il aura une orbite qui est exactement le rayon de la planète. Voilà, il va tourner autour de la planète. Ou de la Lune, si c'est parce que la Lune n'est pas une planète, mais au moins de l'astre. Et la deuxième vitesse cosmique, on l'a déjà rencontrée, c'est ce qu'on appelle la vitesse de libération. C'est la vitesse initiale minimale qu'il faut communiquer dans le référentiel astrocentrique à un mobile qui est initialement à la surface de l'astre afin qu'il s'en éloigne indéfiniment en négligeant tout phénomène dissipatif de type atmosphère. Voilà. Donc c'est une vitesse minimale pour qu'on rentre en état de diffusion, que le point puisse s'éloigner indéfiniment de la Terre. Alors, je vous propose de le faire en exercice, puisque au-dessus, on a vu absolument tous les outils pour le faire. Vous pourrez montrer qu'on a la première vitesse cosmique qui s'écrit comme ça, et la deuxième vitesse cosmique qui s'écrit comme ça. Voilà, vous pouvez chercher ça, et on fera la correction dans un prochain cours. Merci de votre attention.